Par une nuit d'orage, un millionnaire rentre chez lui et trouve une fillette malade, grelottant de fièvre, endormie sur le seuil de son manoir. Poussé par une impulsion inattendue, il envisage de l'aider, mais lorsqu'il découvre la véritable raison de la présence de la fillette, le sol semble se dérober sous ses pieds. Le secret qu'elle porte est si choquant qu'il pourrait changer radicalement le destin de toutes les personnes impliquées. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie tombait sans relâche sur la ville, jetant un voile gris qui semblait absorber toute la lumière de la fin d'après-midi. Là, à l'angle de la rue la plus huppée du quartier, sous un abri de fortune en carton détrempé, la petite Anna frissonnait violemment, les genoux serrés contre sa poitrine. Son front la brûlait de fièvre et chaque goutte qui s'écrasait sur son visage décharné semblait la dissoudre un peu plus. Le portail imposant du manoir se dressait devant elle comme un mur infranchissable, ses ornements dorés brillant sous les lampadaires. Anna avait déjà essayé de frapper à ce même portail quelques jours plus tôt, implorant de l'aide, mais l'agent de sécurité impassible l'avait simplement chassée brutalement, comme si elle était un animal nuisible. Son estomac gargouillait depuis si longtemps qu'elle ne pouvait plus compter les heures. Elle n'avait réussi à obtenir qu'une moitié de pain rassis ce matin-là, partagé avec grand-mère Rose dont la toux rauque résonnait dans son esprit même à distance. La vieille femme allait de plus en plus mal et Anna savait qu'elle devait faire quelque chose d'urgent. C'est pourquoi elle était là, devant le portail de ce manoir, espérant trouver un peu de pitié chez ceux qui avaient tout. L'horloge de la place de la ville sonna 18 heures lorsque la Bentley noire apparut au coin de la rue, glissant silencieusement sur la chaussée. Robert Miller, le propriétaire de cette forteresse de luxe, rentrait d'une autre journée de travail. Ses yeux fatigués enregistraient à peine le paysage familier, perdu dans les tableurs et les négociations qui emplissaient son esprit. Ce n'est que lorsque la voiture ralentit pour entrer dans l'allée qu'il la vit. D'abord, il pensa que ce n'était qu'un tas de chiffons mouillés, une saleté de plus que le jardinier aurait dû enlever. Mais ensuite, elle bougea, et le son de sa toux déchira le silence comme une lame. « Arrêtez la voiture », ordonna Robert à son chauffeur, sentant un étrange malaise dans sa poitrine. Il sortit sous l'averse, protégé par le parapluie que le chauffeur lui tendit rapidement. Il s'approcha de l'enfant blotti sur les marches. Lorsqu'elle leva les yeux vers lui, Robert sentit quelque chose se briser en lui. Ses yeux, grands et sombres, semblaient porter le poids de toute la souffrance du monde. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il, plus durement qu'il ne l'aurait voulu. Anna essaya de se lever, mais ses jambes tremblantes la trahirent et elle tomba à genoux sur le sol mouillé. « S'il vous plaît, monsieur, ma grand-mère est malade. J'ai besoin de médicaments pour elle. » La voix faible et rauque de la fillette frappa Robert comme un coup de poing. Un instant, il hésita, regardant autour de lui comme s'il craignait que quelqu'un ne le voie dans cette situation. Puis il fit ce qu'il faisait toujours face à la souffrance des autres, il tourna le dos. « Le chauffeur appellera une ambulance », dit-il sèchement, s'éloignant déjà. Anna sentit les larmes se mêler à la pluie sur son visage. « Non, s'il vous plaît, l'ambulance est déjà venue 2 fois et n'a pas emmené grand-mère. Ils ont dit que ce n'était pas une priorité, qu'il y avait d'autres urgences. » Mais Robert était déjà entré dans le manoir, la laissant de nouveau seule dans le froid et l'obscurité. Cependant, cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, il ne put dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait ce visage maigre, ses yeux suppliants, cette toux désespérée. Ce n'est qu'une mendiante, tenta-t-il de se convaincre, allongée dans son lit king size. Demain, elle sera partie. Mais Anna revint le lendemain, et le jour d'après, et tous les jours qui suivirent. Elle devint une présence constante sur les marches du manoir, attendant, toujours attendant. Parfois, Robert l'apercevait de la fenêtre, essayant de s'abriter de la pluie avec des morceaux de plastique, tentant de se réchauffer avec des haillons trouvés dans les poubelles. D'autres fois, c'était son fils, Daniel, qui en parlait pendant le dîner. « Papa, cette fille est encore dehors. Pourquoi ne la chasses-tu pas pour de bon ?»« La sécurité a essayé, » répondit Robert, s'efforçant de garder une voix stable. « Elle revient toujours. » Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il avait discrètement demandé à la sécurité de ne pas être trop agressive avec elle. Il y avait quelque chose chez cet enfant qui le troublait profondément, comme si elle était un miroir reflétant tout ce qu'il était devenu. Une semaine passa. La pluie continuait de tomber, implacable comme le destin. Anna s'affaiblissait, sa fièvre montait, sa toux s'aggravait. Mais elle refusait de partir. Grand-mère Rose avait besoin d'elle. Ce fut Martha, la gouvernante, qui céda la première. Un après-midi, à l'insu de Robert, elle apporta à la fillette une couverture et un thermos de thé chaud. Anna serra les cadeaux comme s'il s'agissait de trésors,
ses yeux s'emplissant de gratitude. « Merci, madame. Vous êtes très gentille. » Le cœur de Martha se serra. « Pourquoi restes-tu ici, mon enfant? Ta mère ne s'inquiète pas ?» Les yeux d'Anna s'assombrirent. « Je n'ai pas de mère. Je n'ai que ma grand-mère, et elle est très malade. Je dois trouver des médicaments pour elle. Et pourquoi ne vas-tu pas dans un dispensaire ?» Anna laissa échapper un rire amer, plus vieux que son âge. « Je les ai tous faits, madame. Ils disent qu'ils n'ont plus de médicaments, qu'il y a des gens plus importants avant moi. Grand-mère a le cœur fragile, elle a besoin de médicaments chers. Le docteur a même écrit l'ordonnance, mais ça coûte beaucoup plus que ce que j'ai pu rassembler. » Martha regarda l'enfant avec un mélange de pitié et d'admiration. Elle avait élevé seule 2 enfants, elle savait ce que c'était que de se battre pour chaque sou. Mais cette fillette, elle était différente. Il y avait une dignité dans sa souffrance, une force silencieuse qui la faisait continuer même quand tout semblait perdu. Cette nuit-là, Martha raconta l'histoire à Robert. Il écouta en silence, assis dans son fauteuil en cuir, un verre de whisky oublié à la main. « Ce n'est pas notre responsabilité, dit-il finalement. Nous avons nos propres familles dont nous devons nous occuper. » Mais ces mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Le lendemain, quelque chose changea. Robert sortit de la voiture comme d'habitude, mais cette fois, au lieu d'entrer directement dans le manoir, il s'approcha d'Anna. Elle le regarda s'avancer, tendu comme un animal traqué, prêt à fuir au moindre geste. « Tiens, dit-il en lui tendant un billet de $100. Achète les médicaments pour ta grand-mère. » Anna regarda l'argent comme si c'était un mirage. « Je ne peux pas l'accepter comme ça, monsieur. Je dois vous le rendre d'une manière ou d'une autre. » Robert se sentit à la fois irrité et impressionné. « C'est un cadeau, tu n'as pas besoin de le rendre. » Mais Anna secoua la tête. « Grand-mère m'a appris à ne jamais accepter la charité. Elle dit qu'il faut travailler pour ce qu'on reçoit. Je peux faire quelque chose pour vous, monsieur? Je peux nettoyer la cour, laver la voiture ?» Quelque chose remua dans la poitrine de Robert. Cet enfant, affamée, fiévreuse et épuisée, refusait la charité. Elle avait plus de dignité dans son corps fragile que beaucoup des millionnaires qui fréquentaient ces réunions d'affaires. « D'accord, dit-il, se surprenant lui-même. Reviens demain matin. Tu pourras aider le jardinier. » Pour la première fois, Anna sourit, et Robert réalisa qu'il n'avait jamais vu un sourire aussi pur, si plein d'espoir au milieu de tant de désespoir. Cette nuit-là, elle courut chez elle, l'argent serré dans son poing. Grand-mère Rose était allongée sur le mince matelas à même le sol de la cabane, toussant violemment. Quand elle vit sa petite fille entrer avec les médicaments, des larmes coulèrent sur son visage ridé. « Comment as-tu eu ça, ma chérie ?» Anna lui parla de l'homme du manoir, du travail qu'elle avait obtenu. Mais elle ne mentionna pas combien elle avait souffert, combien elle avait mendié, combien elle avait été humiliée ces derniers jours. Elle voulait épargner à sa grand-mère plus de tristesse. Tandis que sa grand-mère dormait enfin paisiblement après avoir pris le médicament, Anna regarda le toit de la cabane où la pluie s'infiltrait par les fissures. Elle pensa à l'homme du manoir, à ses yeux froids, à sa maison immense. Il y avait quelque chose en lui qui l'intriguait, une tristesse cachée derrière toute cette richesse. Le lendemain, Anna se présenta tôt à la porte du manoir, lavée et vêtue de ses meilleurs habits, qui n'étaient guère plus que des haillons rapiécés, mais propres. Carlos, le jardinier, était un homme bon qui prit rapidement la fillette en pitié. « Tu es trop petite pour ce travail, dit-il en voyant Anna peiner à porter un seau d'eau. « Je peux le faire, monsieur Carlos. Je promets de travailler dur. » Et elle le fit. Malgré sa faiblesse, malgré la fièvre qui brûlait encore son corps, Anna travailla comme elle n'avait jamais travaillé de sa vie. Elle balaya les feuilles, arrosa les plantes, nettoya les dalles du chemin, et elle le fit avec un sourire aux lèvres, reconnaissante de l'opportunité. Robert l'observait depuis la fenêtre de son bureau, feignant de travailler. Il y avait quelque chose de fascinant dans cette scène, la fillette frêle se déplaçant avec détermination dans le jardin, le soleil du matin illuminant ses cheveux en désordre, son front en sueur à cause de l'effort. « Pourquoi t'intéresses-tu autant à cette fille ?» demanda Daniel en entrant dans le bureau. Robert sursauta, coupable comme un enfant pris la main dans le sac. « Je ne m'y intéresse pas. C'est juste, une bonne action d'embaucher quelqu'un dans le besoin. » Daniel rit cyniquement. « Depuis quand te soucies-tu des bonnes actions ? Tu te souviens de cet employé qui a demandé de l'aide pour payer le traitement de sa fille et que tu as licencié parce que tu pensais qu'il mentait ?» Robert sentit l'accusation comme une gifle. Oui, il se souvenait. Il se souvenait de beaucoup de choses qu'il préférait oublier.
Les gens changent, dit-il, plus à lui-même qu'à son fils. Certaines personnes, rétorqua Daniel. D'autres ne font que vieillir. Quand Anna eut fini son travail, il était déjà midi. Elle se rendit à la porte de la cuisine où Martha l'attendait avec une assiette de nourriture. « Mange, mon enfant, tu es trop maigre. » Anna mangea lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était la dernière. Puis elle garda la moitié de la nourriture dans un récipient que Martha lui donna pour l'apporter à sa grand-mère. « Monsieur Miller est dans son bureau, » dit la gouvernante. « Il veut te parler. » Anna sentit son cœur s'emballer. Avait-elle fait quelque chose de mal? Allait-elle être renvoyée? Elle monta au bureau d'un pas tremblant. Robert était derrière son immense bureau, une figure imposante dans son costume cher. Quand il la vit entrer, quelque chose dans son expression changea. Un instant, Anna aurait juré voir de la reconnaissance. « Impossible. Tu as bien travaillé, » dit-il en ouvrant son portefeuille. « Tiens, 50 $. » Anna regarda l'argent, puis lui. « C'est juste, monsieur? Je n'ai travaillé que 3 heures. » « C'est juste. » Elle prit l'argent avec respect. « Merci, monsieur. Grand-mère sera si contente. Je pourrai lui acheter de la bonne nourriture. » Quelque chose se serra dans la poitrine de Robert en entendant ces mots. « Quel âge as-tu? » « 10 ans, monsieur. »« Tu vas à l'école? » Anna baissa les yeux. « J'ai arrêté l'année dernière. Je devais m'occuper de grand-mère. »« Et tes parents? » La fillette devint encore plus silencieuse. « Je n'ai pas de parents. » Robert sentit une boule dans sa gorge. « Et comment subvenez-vous à vos besoins, toi et ta grand-mère? »« Je ramasse des canettes, monsieur. Et parfois, j'aide au marché à Porter les courses des dames. » La réponse vint si simplement, si dénuée d'apitoiement, que Robert sentit quelque chose se briser en lui. Cet enfant, cette fillette frêle aux yeux de vieille femme, portait un fardeau trop lourd pour ses frêles épaules. « Tu peux revenir demain, » dit-il brusquement. « Si tu veux travailler plus. » Le sourire qu'Anna lui adressa fut comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Cette nuit-là, Robert rêva. Il rêva d'une fillette blonde courant dans un jardin, riant, l'appelant papa. Il se réveilla en sueur, le cœur battant. Cela faisait des années qu'il n'avait pas pensé à Julia, sa première femme, morte dans un accident peu après qu'ils eurent demandé le divorce. Il avait été si cruel avec elle, si aveugle. Le lendemain, Anna revint, et les jours qui suivirent. Une étrange routine s'installa dans ce manoir. La fillette arrivait tôt, travaillait dans le jardin, déjeunait à la cuisine avec Martha, et à la fin de la journée, recevait ses 50 $ et rentrait chez elle presque en courant, anxieuse de s'occuper de sa grand-mère. Mais autre chose se produisait. Robert commença à remarquer de petits détails qui lui avaient échappé auparavant. La façon dont Anna penchait la tête quand elle riait, la façon dont elle se mordait la lèvre quand elle se concentrait, la forme de ses mains délicates. Et surtout, ses yeux. Ses yeux sombres qui semblaient porter des secrets anciens. C'était impossible, se pourrait-il? 2 semaines plus tard, Robert était dans son bureau quand il entendit un cri venant du jardin. Il courut à la fenêtre et vit Anna effondrée sur le sol, son corps secoué de convulsions. « Martha, appelez une ambulance !» cria-t-il en dévalant les escaliers 4 à 4. Quand il arriva dans le jardin, Anna était consciente, mais très pâle. « Ce n'est rien, monsieur, juste un vertige. »« Tu brûles de fièvre, » dit-il en touchant son front. Et c'est à ce moment, sa main sur le front fiévreux de la fillette, qu'il remarqua une petite boucle d'oreille en argent en forme d'oiseau qui pendait à son oreille. La même boucle d'oreille qu'il avait offerte à Julia pour leur premier anniversaire de rencontre. Robert sentit le monde tourner. « Où as-tu eu cette boucle d'oreille ?» Anna toucha inconsciemment la boucle d'oreille. « C'était à ma mère. Grand-mère me l'a donnée quand elle est morte. »« Comment s'appelait ta mère ?» La voix de Robert sortit comme un murmure. « Julia. Julia Marie. » Le nom résonna dans l'esprit de Robert comme un coup de tonnerre. Julia. Sa Julia. Mais elle n'avait pas d'enfant quand elle est morte. Aussi, l'ambulance arriva à ce moment-là, interrompant l'instant tendu. Robert regarda, choqué, pendant qu'on emmenait Anna, se promettant qu'il tirerait cette histoire au clair. Plus tard dans la nuit, il se rendit en voiture dans le quartier pauvre où vivait Anna. La cabane était encore pire qu'il ne l'avait imaginé. Mur en bois pourri, toit en tôle rouillée, sol en terre battue. Et là, sur un matelas à même le sol, se trouvait la grand-mère d'Anna, plus âgée et plus malade qu'il n'aurait pu le croire. « Qui êtes-vous »
demanda la vieille Rose, les yeux voilés par la fatigue et la maladie. Je suis Robert Miller. Anna a travaillé pour moi. Les yeux de la vieille femme s'assombrirent. Mais le même Miller qui était marié à Julia, termina Robert. J'ai besoin de savoir la vérité. Est-ce qu'elle est ma fille? Rose se mit à tousser violemment. Quand elle se calma, elle regarda Robert avec un mélange de colère et de tristesse. Vous ne méritez pas de savoir la vérité. S'il vous plaît. Je dois savoir. La vieille femme soupira. Julia a découvert qu'elle était enceinte une semaine avant de mourir. Elle allait vous le dire, mais ensuite il y a eu l'accident. J'ai élevé la petite du mieux que j'ai pu. Et maintenant, vous me dites que l'homme qui a détruit ma fille se tient à ma porte, voulant savoir si sa petite fille est la sienne? Robert sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Julia était enceinte. Julia était enceinte et il ne l'a jamais su. Et maintenant, des années plus tard, sa fille mourait de faim à sa porte. Je ne savais pas, murmura-t-il. Je jure que je ne savais pas. Le savoir aurait-il changé quelque chose? Demanda Rose amèrement. L'auriez-vous accepté? Auriez-vous aimé un enfant qui vous rappelle vos erreurs? Robert n'eut pas de réponse. Il rentra chez lui en état de choc, le monde autour de lui soudainement étrange et inconnu. Sa fille. Il avait une fille. Et elle mourait de faim pendant qu'il dormait dans son lit à $1000. Le lendemain, Anna revint de l'hôpital, faible, pâle, mais déterminée à travailler. Robert l'attendait au portail. « Tu ne travailles pas aujourd'hui, dit-il. Tu te reposes. » Anna le regarda, confuse. « Mais l'argent? L'argent sera là demain, et le jour d'après, et chaque fois que tu en auras besoin. » Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, dans ses yeux. Anna se sentit étrangement réconfortée et effrayée à la fois. « Qu'est-ce qui a changé, monsieur Miller? Tout va bien? » Il la regarda vraiment, et vit au-delà de la saleté, au-delà de la maladie, au-delà de la pauvreté. Il vit sa fille. Et le poids du remords faillit le mettre à genoux. « Tout va bien, ment-il. Va te reposer. » Tandis qu'Anna s'éloignait, Robert prit une décision. Il devait être sûr. Un test ADN. Il devait se prouver à lui-même qu'il ne devenait pas fou, que cette fille était sa fille. Et ensuite, il devrait décider quoi faire de cette vérité terrible et merveilleuse qu'il venait de découvrir. Cette nuit-là, il regarda par la fenêtre et vit Anna dormir sur les marches du manoir, refusant d'accepter une chambre. Il sortit et la couvrit de son imperméable le plus cher. « Je suis désolé, murmura-t-il, sachant qu'elle ne pouvait pas l'entendre. Je suis désolé pour tout. » Et là, à ce moment-là, le changement commença. Un changement qui allait secouer les fondations de ce manoir et de tous ceux qui y vivaient. Un changement qui prouverait que parfois, les plus grandes tempêtes sont nécessaires pour éclaircir le ciel. Anna s'agita dans son sommeil fiévreux, murmurant quelque chose à propos de sa grand-mère. Robert sentit des larmes lui brûler les yeux, des larmes qu'il n'avait pas versées depuis des années. Demain, se promit-il, demain tout commencerait à changer. Mais il ne pouvait imaginer à quel point. L'aube apporta avec elle un épais brouillard qui enveloppa le manoir comme un manteau de secret. Robert avait à peine dormi, tourmenté par des pensées qui lui avaient semblé impossibles auparavant. Tandis qu'il buvait son café, seul comme toujours, il ne pouvait détacher ses yeux de la fenêtre donnant sur le jardin, où Anna avait dormi, blottie sous son manteau. À 7 heures du matin, telle une ombre silencieuse, elle était déjà là. Même malade, même faible, elle était revenue. Robert descendit rapidement, contrairement à ses habitudes matinales. « Anna, tu devrais te reposer, » dit-il, la voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. La fillette le regarda de ses yeux profonds. « Je dois travailler, monsieur. Grand-mère, elle a empiré pendant la nuit. Elle a eu une crise et a craché du sang. » Robert sentit son cœur se serrer. « Je vais appeler mon médecin privé, le meilleur spécialiste. » Anna secoua vigoureusement la tête. « Grand-mère ne me laissera pas faire. Elle dit qu'elle ne fait pas confiance aux médecins, qu'ils ne veulent que de l'argent. Mais tu ne peux pas la laisser mourir comme ça. » Les mots sortirent plus fort qu'il ne le voulait, et Anna tressaillit, effrayée. Robert se contrôla, prenant une profonde inspiration. « Je suis désolé, je ne voulais pas crier. C'est juste que, c'est important qu'elle reçoive des soins. »« Je m'occupe d'elle, » répondit Anna avec une dignité surprenante pour une enfant. « Je l'ai toujours fait. » À ce moment, Martha apparut avec un plateau. « J'ai apporté du café pour vous deux. » Anna regarda la tasse fumante avec envie, mais hésita. « Tu peux le boire, » dit Robert. « Tu es mon
Tu es mon employé maintenant, tu as droit à un petit déjeuner. Tandis qu'il regardait Anna boire à petites gorgées, savourant chaque instant, Robert prit une décision. Il lui fallait la vérité, quel qu'en soit le coût. Anna, je dois te poser une question importante à propos de ta mère. La fillette se tendit, la tasse tremblant dans ses mains. Que t'a dit ta grand-mère sur la façon dont ta mère est morte? Anna baissa les yeux. Elle dit que c'était un accident de voiture, que ma mère venait me voir quand c'est arrivé. Et tu n'as jamais su qui était ton père? La question flotta dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. Anna mit un moment à répondre. Grand-mère dit que c'était un homme méchant, qu'il a fait du mal à ma mère et n'a jamais voulu savoir de moi. Robert sentit la culpabilité le piquer. Et si je te disais que peut-être, il ne savait pas? Que peut-être, il n'a jamais eu la chance de te connaître? Anna le regarda avec curiosité. Pourquoi demandez-vous ça, monsieur? Avant que Robert ne puisse répondre, Daniel apparut à la porte du jardin, son expression empreinte de désapprobation. Papa, je dois te parler d'urgence. Robert hésita, regardant Anna. Continue de boire ton café, je reviens tout de suite. Dans le bureau, Daniel ne cacha pas son irritation. Qu'est-ce qui t'arrive? Maintenant, tu as des conversations intimes avec cette gamine des rues? Ne parle pas d'elle comme ça. Elle te manipule, tu ne vois pas? C'est la plus vieille histoire du monde, une pauvrette qui profite d'un homme riche avec des remords tardifs. Robert regarda son fils avec une soudaine clarté. Tu ne sais rien. Je sais que tu agis comme un idiot. Sais-tu que la presse en parle déjà? Un millionnaire adopte une mendiante, disent-ils. Comment cela affecte-t-il notre image? Notre image? Notre image? Robert rit amèrement. C'est de ça que tu te soucies? De notre fichue image? Il faut bien que quelqu'un se soucie des affaires pendant que tu fais ta crise de la quarantaine. Robert serra les poings. Mêle-toi de tes affaires, Daniel. Je sais ce que je fais. Mais la vérité, c'est qu'il ne savait pas. Il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Quand il retourna au jardin, Anna avait fini son café et ramassait déjà les feuilles mortes, se déplaçant lentement, visiblement malade. Anna, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi, dit-il en s'approchant. Est-ce que toi ou ta grand-mère avez quelque chose qui a appartenu à ta mère? Des photos, des lettres, des documents? La fillette hésita. Nous avons une boîte. Grand-mère la garde sous le lit, mais elle ne laisse personne y toucher. Puis-je la voir? Je ne sais pas si elle te laisserait faire. C'est important. Très important. Anna l'étudia un long moment. D'accord. Mais tu dois promettre de ne pas te fâcher de ce que tu trouveras. Robert promit, le cœur battant. Cette nuit-là, après le départ d'Anna, il ne put attendre. Il fit suivre discrètement sa voiture par son chauffeur, notant l'adresse exacte de son domicile. À 22 heures, quand les rues du quartier pauvre étaient déjà désertes, Robert gara sa voiture banalisée parmi les ruelles sombres. Rose était allongée, toussant violemment, lorsqu'elle entendit frapper à la porte. Surprise, elle saisit un morceau de bois qui lui servait de canne. « Qui est là ?» « C'est Robert Miller. »« Je dois vous parler, madame. » Il y eut un long silence. Puis la porte s'entr'ouvrit. « Que voulez-vous ici à cette heure ?»« Je veux voir la boîte. » La boîte de Julia. Rose faillit lui claquer la porte au nez, mais quelque chose dans l'expression de Robert la fit hésiter. « Pourquoi devrais-je vous la montrer ?»« Parce qu'Anna est peut-être ma fille. Et j'ai besoin de connaître la vérité. » L'aveu flotta dans l'air humide de la nuit. Rose ouvrit complètement la porte. « Entrez. Mais si vous essayez de nous faire du mal, je ne le ferai pas, je le jure. » L'intérieur de la cabane était encore plus misérable à la faible lueur de la lanterne. Dans un coin, Anna dormait sur un mince matelas, fiévreuse et en sueur. Rose désigna une boîte à chaussures sous le lit. « C'est là. Mais si vous êtes qui vous dites, je dois vous avertir, vous trouverez des choses que vous ne voudrez peut-être pas voir. » Les mains tremblantes, Robert ouvrit la boîte. À l'intérieur, il trouva des photos jaunies, quelques lettres, un lacet de bébé, et au fond, une enveloppe scellée avec son nom écrit de la main de Julia. « Elle a écrit ça pour vous, » dit Rose. La veille de sa mort. Elle a dit que s'il arrivait quelque chose, je devais la garder pour le jour où vous seriez prêt pour la vérité. Robert déchira l'enveloppe, ses mains tremblant tellement qu'il pouvait à peine tenir le papier. Les mots de Julia semblaient sauter de la page. « Mon amour, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas eu le temps de te le dire en personne. Je suis enceinte de ta fille.
Je sais que les choses se sont mal terminées entre nous, je sais que tu as dit que tu ne voulais jamais d'enfant, mais j'ai besoin que tu saches que ce bébé est le tien. Je n'attends rien de toi, je voulais juste que tu le saches. Un jour, peut-être, elle cherchera à connaître son père. J'espère que tu seras plus gentil avec elle que tu ne l'as été avec moi. Julia. Robert laissa tomber la lettre, comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. Julia était enceinte. Elle était enceinte et il ne l'avait dormait sur un matelas sale par terre, malade et mal nourrie. « C'est ma fille, murmura-t-il. C'est vraiment ma fille. » Rose l'observait avec une expression dure. « Et maintenant que vous le savez, qu'allez-vous faire? Partir et oublier qu'elle existe? Essayer de me l'enlever? Je ne sais pas, admit Robert. Je sais juste que je dois faire quelque chose. Je ne peux pas la laisser comme ça. Elle n'a pas besoin de votre charité, cracha Rose. Elle a besoin d'un père. Un vrai. Les mots frappèrent Robert comme des flèches. Je veux être un père pour elle. Mais je ne sais pas comment faire. Personne ne naît en sachant. On apprend. Robert regarda Anna endormie, son visage pâle tordu dans une grimace de douleur, même dans son sommeil. Je dois l'emmener à l'hôpital. Je dois m'occuper d'elle. Elle ne voudra pas y aller. Et je ne vous laisserai pas l'emmener comme ça. Alors venez aussi. Toutes les deux. Vous pouvez rester au manoir jusqu'à ce qu'Anna aille mieux. Rose rit amèrement. Nous, dans votre luxueux manoir? Pensez-vous que ce serait bien accueilli? Je me fiche de ce que les gens penseront. Mais c'était un mensonge. Il savait qu'il s'en souciait. Que dirait Daniel, les voisins, la presse? Cette nuit-là, Robert partit sans avoir pu convaincre Rose, mais il laissa une somme d'argent et sa carte de visite. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Dans les jours qui suivirent, une étrange routine s'établit. Robert commença à venir chercher Anna chaque matin, l'emmenant travailler au manoir, un travail qui consistait plus à se reposer et à manger qu'autre chose, et la ramenant le soir. Pendant la journée, il envoyait des médecins voir Rose, tous ayant pour consigne de ne pas mentionner qui les avait envoyés. Anna commença à prendre du poids, ses joues devenant plus roses. Mais il y avait dans ses yeux une question non posée que Robert sentait grandir chaque jour. Ce fut Martha qui confronta finalement Robert. « Vous devez lui dire la vérité. » « Quelle vérité? Vous savez de quelle vérité je parle. Cette fille n'est pas stupide. Elle remarque comment vous la regardez, comment vous vous inquiétez. Elle se fait des illusions. Et si je lui dis et qu'elle me déteste? Et si vous ne lui dites pas et qu'elle le découvre par elle-même? » La conversation résonna dans l'esprit de Robert. Cette nuit-là, il rêva de Julia. Elle était dans le jardin, tenant un petit enfant. « C'est ta fille, dit-elle. Prends soin d'elle. » Quand il s'approcha, Julia disparut, ne laissant que l'enfant. Et l'enfant avait les yeux d'Anna et les siens. Il se réveilla, déterminé. Il était temps de dire la vérité. Le lendemain, il attendit qu'Anna ait fini de déjeuner et l'appela dans son bureau. Elle entra avec hésitation, ses grands yeux écarquillés. « Anna, je dois te parler de quelque chose de très important. » La fillette déglutit. « Ai-je fait quelque chose de mal? » « Non, tu n'as jamais rien fait de mal. » Robert prit une profonde inspiration. « C'est à propos de ta mère. Et de ton père. » Anna devint très silencieuse, comme un animal traqué. « Tu sais que le nom de ta mère était Julia, n'est-ce pas? » « Oui. » « Et tu sais qu'elle a été mariée avant? » Grand-mère l'a dit. « Anna. » Robert sentit sa gorge se serrer. « Elle était mariée avec moi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Anna le regarda comme s'il venait de lui pousser une deuxième tête. « Mais grand-mère a dit? » « Je sais ce qu'elle a dit. Et elle avait raison. J'ai été un homme horrible avec ta mère. Mais je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas qu'elle était enceinte quand elle est morte. » Anna ne put finir la phrase. « Je le pense. Je pense que je suis ton père. » Anna se leva brusquement, renversant la chaise. « Non. Vous ne pouvez pas être mon père. Mon père, vous êtes riche, et tu penses que les riches ne peuvent pas avoir d'enfants? Anna, je sais que c'est difficile à croire, mais je pense que nous sommes de la même famille. » « Nous ne le sommes pas, » cria Anna, des larmes coulant sur son visage. « La famille, c'est moi et grand-mère. » Vous ne riez? Elle sortit en courant du bureau, laissant Robert seul avec sa culpabilité. Daniel, qui avait tout entendu depuis la porte entr'ouverte, entra en riant. « Bienvenue dans la paternité, papa. On dirait que ce n'était pas aussi accueillant que tu l'espérais. »
Tais-toi, Daniel. Oh non, ça devient trop bon. Le grand Robert Miller, rejeté par une mendiante. J'ai dit, tais-toi. Le cri résonna dans le manoir. Daniel recula, surpris par la fureur sur le visage de son père. Cette fille est ta sœur, continua Robert, plus calmement. Que ça te plaise ou non. Ce n'est pas ma sœur. C'est juste un autre de tes fantasmes de culpabilité. Mais Robert n'écoutait plus. Il quitta le bureau et partit à la recherche d'Anna. Il la trouva dans le jardin, blottie sur la même marche où il l'avait vue pour la première fois. « Je suis désolé, dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Je n'aurais pas dû te le dire comme ça. Anna renifla. C'est vrai? Je n'en suis pas absolument certain, mais tous les signes l'indiquent. On peut faire un test pour en être sûr, si tu veux. Et si c'est vrai, que se passera-t-il? Je ne sais pas. Mais je veux bien faire les choses cette fois. Je veux m'occuper de toi. De vous deux. Anna resta silencieuse un long moment. Grand-mère n'aimera pas ça. Laisse-moi lui parler. Elle te déteste. Je sais. Et elle a toutes les raisons de le faire. À ce moment, le portable de Robert sonna. C'était le médecin qui l'avait envoyé voir Rose. Monsieur Miller, Madame Teresa Souza a eu une crise cardiaque. On l'emmène à l'hôpital maintenant. Le monde sembla s'arrêter. Robert regarda Anna, qui avait déjà deviné que quelque chose n'allait pas à son expression. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle, effrayée. « C'est ta grand-mère. Elle va à l'hôpital. » Le cri d'Anna déchira l'air comme un couteau. Elle courut dans la rue, vers sa maison, sans même regarder les voitures. Robert courut après elle, le cœur brisé par le désespoir dans la voix de la fillette. Alors qu'il conduisait comme un fou à travers les rues, son esprit s'emballait. Rose ne pouvait pas mourir. Pas maintenant. Pas alors qu'il venait de retrouver sa fille. Pas alors qu'il y avait enfin une chance de réparer ses erreurs. Mais le destin semblait déterminé à tester sa nouvelle paternité de la manière la plus cruelle possible. À l'hôpital, Anna s'agrippa aux vêtements de sa grand-mère, qui étaient pâles et reliés à des tubes partout. Rose, même faible, tenait la main de sa petite fille. « Ma petite » murmura-t-elle. « Ma petite » Robert se tenait à la porte, se sentant comme un intrus dans ce moment intime. Mais quand les yeux de Rose croisèrent les siens, quelque chose passa entre eux. Une compréhension silencieuse, un pardon non prononcé. « Prenez soin d'elle, dit Rose, si bas que lui seul entendit. Si elle est vraiment votre fille, prenez soin d'elle. Je le promets, répondit Robert, des larmes coulant enfin sur son visage. Cette nuit-là, tandis qu'Anna dormait sur une chaise à côté de sa grand-mère, Robert veillait, regardant cette fille, sa fille. Il réalisa combien il avait perdu, et combien il pouvait encore gagner. Mais le chemin de la rédemption serait long et plein d'obstacles. Et le premier venait d'entrer par la porte de l'hôpital. C'était son avocat, Monsieur Reynolds, avec une expression inquiète. « Monsieur Miller, nous devons parler en privé. » Dans le couloir, Reynolds lui tendit une pile de papier. « C'est à propos de la fillette. Nous avons enquêté sur son passé et trouvé quelques complications. » « Quelles complications ? » Eh bien, il semble qu'elle ait été dans des foyers quand elle était bébé. Il y a eu un signalement anonyme de maltraitance. Robert sentit son sang se glacer. Maltraitance par qui? Nous ne savons pas. Les dossiers sont incomplets. Mais si vous voulez obtenir sa garde, cela pourrait devenir un problème juridique. Je me fiche des problèmes juridiques. Vous devriez. Surtout parce que... Reynolds hésita. Quoi? Parce que Daniel a déjà contacté un autre avocat. Il essaie de vous empêcher de reconnaître la fille comme la vôtre. Robert sentit une rage froide l'envahir. Son propre fils essayant de détruire la chance d'Anna d'avoir une famille. Il n'y arrivera pas, dit Robert, la voix dure comme l'acier. Je reconnaîtrai Anna. Et je me battrai pour elle. Alors qu'il retournait dans la chambre, il vit Anna se réveiller et s'étirer, confuse un instant avant de se souvenir où elle était. Quand elle vit sa grand-mère immobile dans le lit d'hôpital, ses yeux s'emplirent de larmes. « Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» demanda-t-elle en regardant Robert avec une confiance qu'il ne sentait pas mériter. « Nous ferons tout notre possible pour qu'elle s'en sorte, promit-il. Et à ce moment, en regardant cette fille, sa fille, qui avait tant souffert et parvenait encore à faire confiance, Robert sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Peu importe le coût, il réparait les torts du passé, même si cela signifiait détruire tout ce qu'il avait construit. Anna s'approcha de lui avec hésitation. « Monsieur Miller, si vous êtes vraiment mon père,
Pourquoi n'êtes-vous jamais venu me chercher? La question flotta dans l'air, douloureuse comme une plaie ouverte. Robert s'agenouilla pour être à sa hauteur. Parce que je ne savais pas que tu existais. Mais maintenant que je le sais, je te promets que je ne t'abandonnerai plus jamais. Anna l'étudia un long moment, puis, avec hésitation, elle toucha sa main. Pouvez-vous commencer par rester avec moi cette nuit? Et Robert, le millionnaire froid et distant qui n'avait même jamais pris soin de son propre fils, tint la main de la fillette et dit « Je ne vais nulle part ». Cette nuit-là, tandis qu'Anna dormait, appuyée contre son épaule, Robert fit une promesse silencieuse. Peu importe ce que Daniel ferait, peu importe ce que la société dirait, peu importe les obstacles qui se présenteraient, il se battrait pour sa fille jusqu'à la fin. L'aube trouva Robert toujours assis à côté du lit de Rose, regardant Anna dormir la tête posée sur ses genoux. La vieille femme était restée stable pendant la nuit mais était toujours inconsciente. Le médecin avait dit que les 24 prochaines heures seraient cruciales. Un bruit à la porte fit se retourner Robert. C'était Daniel, son visage un masque de rage contenue. « Je dois te parler. Maintenant. » Robert déplaça soigneusement Anna sur la chaise et sortit dans le couloir. « As-tu perdu la tête ?» siffla Daniel. « Tu dors ici comme un vulgaire mendiant. Je m'occupe de ma fille. » « Ta fille? Tu n'en es même pas sûr. Et même si c'est le cas, quelle importance? Tu vas ruiner tout ce que nous avons construit pour une gamine des rues. » « Cette gamine des rues, dit calmement Robert, est ma fille. Et si tu ne peux pas l'accepter, alors peut-être que tu dois réévaluer ta place dans la famille. » Daniel devint rouge de colère. « Ma place dans la famille? Je suis ton vrai fils. Je t'ai soutenu après la mort de maman, et maintenant tu veux me remplacer par cette moins que rien. Personne ne remplace personne. Mais si tu ne peux pas avoir une once d'empathie? L'empathie? Tu veux parler d'empathie? Pendant que tu joues au père attentionné ici, l'entreprise s'effondre. Les actions ont chuté de 5% hier. Les actionnaires sont furieux de ce scandale et tu t'en fiches. » Robert regarda son fils avec une nouvelle clarté. « Tu sais quel est le problème, Daniel? Tu me ressembles plus que tu ne voudrais l'admettre. Le mois d'avant. Froid, calculateur, sans cœur. Au moins, je sais ce qui est important. » Important? Tu veux savoir ce qui est vraiment important? Robert désigna la chambre. Cette fille, là-dedans, qui mourait de faim à notre porte pendant que nous mangions de la nourriture française hors de prix. Voilà ce qui est important. Daniel tourna les talons et partit en claquant la porte. Robert soupira, sachant que la guerre venait de commencer. Il retourna dans la chambre et trouva Anna réveillée, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Grand-mère » murmura-t-elle en regardant Rose immobile. « Les médecins font tout ce qu'ils peuvent. » Anna hocha la tête, mais ses larmes ne s'arrêtaient pas. Robert essaya maladroitement de la réconforter. « Tout va bien se passer, je te le promets. »« Pourriez-vous vraiment être mon père ?» demanda Anna en le regardant avec une intensité déconcertante. « Je le pense. »« Et si c'est le cas, voudrez-vous vraiment de moi ?» La question frappa Robert comme un coup de poing. « Bien sûr que je voudrais de toi. Même si je suis pauvre? Même si je ne sais pas bien lire? Même si je… » Anna, interrompit Robert, surpris de se retrouver à tenir le visage de la fillette entre ses mains. « Tu es parfaite exactement comme tu es. Et si je suis ton père, alors j'ai beaucoup à me faire pardonner. Mais je veux essayer, si tu me laisses faire. » Anna le regarda un long moment avant d'hocher lentement la tête. « D'accord. Vous pouvez essayer. » Dans les heures qui suivirent, Robert passa plus d'appels qu'il ne l'avait fait dans tout le mois précédent. Il engagea les meilleurs médecins, des architectes pour rénover la cabane d'Anna, des tuteurs privés, des psychologues. Mais quand il essaya de parler de leur déménagement au manoir, Anna recula. « Je ne veux pas vivre dans votre maison. Je veux juste que grand-mère aille mieux. » Cette nuit-là, Rose se réveilla enfin. Elle était faible mais consciente. Quand elle vit Robert, elle grimaça. « Toujours là? »« Je suis là. Et je reste. » Rose regarda Anna, qui lui tenait la main. « Tu lui as dit? »« Je l'ai fait. »« Et maintenant, tu pars avec elle pour ton beau manoir. »« Non, » répondit Robert, surprenant tout le monde. « Je ferai tout ce qu'il faut pour gagner votre confiance. Si cela signifie rester ici, alors je le ferai. » Rose rit amèrement. « On verra bien quand l'odeur des médicaments et de la misère vous rendra malade. » Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Une lueur d'espoir, peut-être.
Le lendemain, Robert ne se rendit au manoir que pour prendre quelques vêtements et régler des affaires urgentes. Il fut accueilli par un personnel surpris, certains avec pitié, d'autres avec un mépris à peine voilé. « Monsieur Miller, dit Martha Tfeket. Vous allez bien ?» Mieux que jamais, répondit-il à la surprise générale. Dans le bureau, il trouva Monsieur Reynolds avec une pile de documents. « Monsieur, à propos de la question de la paternité, je veux que le test soit fait dès que possible. » Oui, mais il y a d'autres questions. L'entreprise, les actions? L'entreprise survivra. Et votre fils? Daniel a parlé à ses avocats hier. Robert soupira. Il savait que cette bataille ne faisait que commencer. Cet après-midi-là, il retourna à l'hôpital avec un généticien. Anna hésita avant le test, mais voyant le calme de Robert, elle se détendit. « Est-ce que ça va faire mal ?» demanda-t-elle. « Juste une petite piqûre », l'assura le médecin. Une semaine plus tard, quand les résultats arrivèrent, Robert était seul dans son bureau. Il ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Probabilité de paternité, 99,9%. Les mots dansèrent devant ses yeux. Anna était sa fille. Vraiment sa fille. Il s'autorisa à pleurer, pour la première fois depuis des années. Quand il alla le dire à Anna, il la trouva en train de jouer dans le couloir de l'hôpital avec d'autres enfants hospitalisés. Elle rit en le voyant, un son qu'il réalisa n'avoir jamais entendu auparavant. Son cœur se serra. « Anna, puis-je te parler une minute ?» La fillette s'approcha, curieuse. « Ce sont les résultats ?» « Ce sont les résultats. Et ils confirment que nous sommes père et fille. » Anna resta silencieuse un moment, puis elle demanda « Et maintenant ?»« Maintenant, je veux être ton père pour de vrai. Si tu veux de moi. »« Et grand-mère ?» Elle vient avec nous. Toujours. Anna sourit timidement. « Je peux t'appeler papa ?» Robert sentit les larmes revenir. « S'il te plaît. » Il serra sa fille dans ses bras pour la première fois, et à cet instant, il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Un amour inconditionnel, pur et bouleversant. La nouvelle de la paternité de Robert fuita dans la presse le lendemain. Les journaux affichaient des titres à sensation, un millionnaire découvre sa fille mendiante, le secret du magnate, l'héritière oubliée. Au manoir, Daniel était furieux. C'est un désastre. Un désastre? C'est la famille, corrigea calmement Robert. Tu vas donner la moitié de l'héritage à Seth? Fais attention à ce que tu dis. Ou quoi? Tu vas me déshériter aussi? Si tu continues comme ça, oui. Daniel sortit en trombe, claquant les portes. Robert savait que le combat était loin d'être terminé, mais pour la première fois, il se fichait des conséquences. À l'hôpital, Anna et Rose regardaient les informations à leur sujet à la télévision. La fillette était effrayée. Tout le monde parle de nous. Laisse-les parler, dit Rose, plus forte maintenant, bien que toujours alitée. L'important, c'est que tu as un père maintenant. Et tu n'es pas en colère contre lui? Rose soupira. Je suis fatiguée de la colère. Julia n'aurait pas voulu ça. Elle a toujours voulu que tu aies un père. La semaine suivante, Robert fit venir des avocats pour tout officialiser. Anna serait légalement reconnue comme sa fille. Daniel protesta, fit des scandales, menaça de poursuites, mais Robert tint bon. « C'est ma famille », déclara-t-il à la presse. « Anna est ma fille et je la protégerai avec tout ce que j'ai. » Les semaines se transformèrent en mois. Anna commença à fréquenter la meilleure école privée de la ville, bien qu'elle insistât pour vivre avec sa grand-mère dans la cabane rénovée. Robert lui rendait visite tous les jours, apportant des cadeaux, participant à sa vie d'une manière dont il n'avait jamais participé à celle de Daniel. Mais tout n'était pas rose. À l'école, Anna subit des brimades. Fille de la bonne, l'appelaient certains. Elle rentrait en pleurant, et Robert ressentait une rage qu'il n'avait jamais connue. Ne les écoute pas, disait-il en essuyant ses larmes. Tu vaux plus que tous réunis. Mais ils ont raison. J'étais pauvre. Je le suis encore. Non, dit fermement Robert. Tu es riche. Riche de gentillesse, de courage, d'amour. Des choses qu'ils n'auront jamais. Lentement, Anna s'adapta à sa nouvelle vie. Elle apprit à mieux lire, à se comporter dans les restaurants chics, à gérer l'attention des médias. Mais elle ne perdit jamais son essence, cette fille courageuse qui avait affronté le monde seule. Un jour, la veille de Noël, Daniel revint enfin. Pas seul. Il amena des avocats et une ordonnance du tribunal.
Il voulait contester la reconnaissance d'Anna. « Cet enfant est une usurpatrice », déclara-t-il devant les journalistes. « Mon père est manipulé. » L'affaire alla au tribunal. Anna dut témoigner, face à des avocats hostiles qui tentaient de prouver qu'elle était une menteuse, une escroc. Robert vit sa fille trembler à la barre des témoins et sentit son cœur se briser. Mais Anna était forte. Elle raconta son histoire avec simplicité et vérité. Elle parla de sa vie dans la rue, de la mère qu'elle n'avait jamais connue, du père qu'elle avait trouvé trop tard. « Je ne sais pas si monsieur Daniel m'acceptera un jour, » dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Mais moi, je l'accepte comme mon frère. Parce que la famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est l'amour, c'est être présent, c'est prendre soin les uns des autres. » Les mots d'Anna résonnèrent dans la salle d'audience. Robert vit des larmes dans les yeux de plusieurs personnes présentes. Même Daniel semblait secoué. Le juge rendit son verdict une semaine plus tard. La reconnaissance d'Anna était valide. Daniel avait perdu. Mais la vraie victoire vint plus tard, à la maison. Daniel demanda enfin à voir Anna seule. « Je suis désolé, » dit-il, les mots sortant difficilement. « J'ai été cruel avec toi. » Anna le regarda avec une sagesse au-delà de son âge. « Tu avais peur. Peur de perdre ton père. Je ne sais pas comment être ton frère. On apprendra ensemble. » Et elle lui tendit la main. Daniel hésita, puis la prit. Ce Noël-là, pour la première fois, le manoir des Miller était vraiment complet. Anna, Rose, Robert et Daniel autour du sapin, essayant d'apprendre à être une famille. Ce ne serait pas facile. Il y aurait des faux pas, des disputes, des malentendus. Mais pour la première fois depuis longtemps, il y avait de l'espoir. Et pour Robert, regardant sa fille ouvrir ses cadeaux avec un sourire qui illuminait la pièce, c'était tout ce qui comptait. Il avait trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie, sans même savoir qu'il le cherchait. Une famille. Un endroit où appartenir. Quelqu'un à appeler sa fille. Et tandis qu'Anna riait, courant dans le jardin avec les autres enfants du quartier qu'elle avait invités à la fête, Robert réalisa que sa véritable richesse n'avait jamais été son argent. C'était cette fille courageuse qui s'était présentée à sa porte par cette nuit pluvieuse, apportant avec elle la chance de rédemption dont il ne savait même pas avoir besoin. Et il n'allait pas gâcher cette chance. Pas cette fois. Plus jamais. La nouvelle année apporta des changements que personne n'aurait pu prédire. Anna, maintenant âgée de 10 ans, avait grandi physiquement et émotionnellement. Ses joues n'étaient plus si creuses, ses yeux ne portaient plus cette profonde tristesse. Mais les cicatrices du passé étaient toujours là, cachées sous la surface. C'est en mars que le premier signe de problème apparut. Anna était à l'école lorsqu'un journaliste réussit à déjouer la sécurité, s'approchant d'elle avec un enregistreur. « Anna, pouvez-vous nous dire ce que ça fait d'avoir découvert que votre père est un millionnaire? Que ressentez-vous d'avoir tout maintenant, alors qu'avant vous n'aviez rien ?» La fillette se figea, les souvenirs de la faim, du froid et du désespoir l'inondant comme une avalanche. Quand le garde de sécurité expulsa enfin le journaliste, Anna tremblait, des larmes coulant sur son visage. Robert fut appelé à l'école immédiatement. Il trouva sa fille blottie dans un coin, serrant ses genoux, exactement comme le jour où il l'avait trouvée sur son seuil. « Anna, ma chérie » commença-t-il en s'agenouillant à côté d'elle. « Je ne veux pas en parler. Je ne veux pas qu'il sache comment c'était avant. J'ai honte. » Les mots coupèrent Robert comme des couteaux. Honte. Sa fille avait honte du passé qu'elle avait affronté avec tant de courage. Il n'y a rien dont tu doives avoir honte. Tu as survécu, tu t'es battu. C'est quelque chose dont tu dois être fier. Mais il me regarde comme si j'étais un animal de cirque. La fille qui est devenue princesse, disent-ils. Mais je ne suis pas une princesse. Je suis juste moi. Robert la serra fort dans ses bras. Cette nuit-là, il engagea plus de sécurité et transféra Anna dans une école plus petite et plus discrète. Mais le mal était fait. Les semaines suivantes furent difficiles. Anna commença à faire des cauchemars, se réveillant en hurlant au milieu de la nuit. Rose, qui vivait maintenant dans un appartement que Robert avait acheté juste à côté de la cabane rénovée, elle ne voulait pas abandonner complètement ses racines, se précipitait pour la réconforter. « Ce n'était qu'un rêve, ma petite. »« Non, j'ai vu maman. Elle disait que je l'avais oubliée. » Robert, en apprenant les cauchemars, sentit le poids de la culpabilité. Si seulement il avait été là depuis le début. Peut-être devrions-nous voir un psychologue, suggéra-t-il. Rose fut d'accord. Anna commença une thérapie, parlant de ses souvenirs de pendant ce temps. À l'entreprise, les choses n'allaient pas bien non plus.
La presse continuait d'exploiter l'histoire d'Anna, et certains actionnaires étaient mécontents de la distraction que la nouvelle famille apportait aux affaires. Lors d'une réunion tendue, l'un des principaux investisseurs confronta Robert. « Vous perdez votre concentration. L'entreprise passe en premier. »« Ma fille passe en premier », répondit fermement Robert. « Alors peut-être devriez-vous céder la présidence à quelqu'un qui a ses priorités en ordre. » Daniel, qui observait tout, vit son opportunité. Il commença à travailler en coulisses, essayant de saper la position de son père dans l'entreprise. Bien qu'il ait accepté Anna comme sa sœur, il y avait encore du ressentiment d'avoir été, pendant des années, l'unique héritier. Un jour, Robert découvrit que Daniel avait divulgué des informations confidentielles à la presse, des informations qui peignaient Robert comme un dirigeant instable et émotionnellement compromis. La confrontation fut explosive. « Je t'ai tout donné », cria Robert, « et tu me poignardes dans le dos. » « Tu m'as tout donné? Et qu'est-ce qui me restait quand ta parfaite fille est apparue? Qu'est-ce qui restait de ton amour pour moi? Mon amour n'a pas besoin d'être divisé. Mais ton attention, si. Combien de temps as-tu passé avec moi cette année? Et combien avec elle? » Robert resta silencieux, car il savait que Daniel avait raison. Il avait négligé son fils aîné dans sa tentative de rattraper les années perdues avec Anna. « Tu as raison, Daniel. Je n'ai pas été un bon père pour toi. Mais saboter l'entreprise n'est pas la solution. Je ne la sabote pas. Je la sauve de toi-même. » La lutte au sein de l'entreprise devint publique. Les actions chutèrent encore plus. Les concurrents commencèrent à tourner comme des vautours, cherchant des opportunités. À la maison, l'atmosphère était tendue. Anna sentit le changement et se blâma. « C'est de ma faute, n'est-ce pas? Les problèmes à l'entreprise, la dispute avec Daniel? » « Non, » dit fermement Robert. « Ces problèmes existaient déjà. Tu m'as juste donné le courage de les affronter. » Mais Anna n'était pas convaincue. Elle commença à se renfermer, à moins manger, à mal dormir. Les cauchemars revinrent avec intensité. Une nuit, Rose la trouva en pleurs dans la salle de bain, regardant un morceau de verre brisé. « Qu'est-ce que tu fais, mon enfant? » Anna laissa tomber le verre, surprise. « Rien, grand-mère. Je pensais juste. » Rose s'assit par terre à côté d'elle. « À te faire du mal? » Anna ne répondit pas, ce qui était une réponse en soi. « Écoute-moi bien, » dit Rose en tenant le visage de sa petite fille. « Tu as déjà trop souffert dans cette vie. Tu ne vas pas commencer à te faire du mal à cause des problèmes des autres. Mais ils se disputent à cause de moi. Ils se disputent parce qu'ils sont fiers et têtus, surtout Robert. Mais ils t'aiment, vraiment. Parfois, je pense qu'ils regrettent de m'avoir trouvé. N'importe quoi. Cet homme a changé depuis que tu es apparu. Il est devenu humain. » Quand Robert apprit l'incident du verre, il fut dévasté. « Nous devons faire quelque chose, » dit-il au thérapeute d'Anna. « Je ne peux pas perdre ma fille maintenant. » Le thérapeute suggéra un changement d'environnement temporaire, peut-être un voyage loin du stress, des médias. Robert accepta immédiatement. Il réserva une maison de plage, loin de la ville, loin de leurs problèmes. Il emmena Anna, Rose, et dans un geste de réconciliation, il invita aussi Daniel. « Nous devons parler en famille. » Daniel hésita, mais finit par accepter. La maison de plage était simple, différente du luxe auquel ils étaient habitués. Anna fut fascinée par l'océan, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « C'est si grand, » dit-elle, émerveillée. Robert regarda sa fille jouer dans le sable et sentit son cœur se serrer. Elle était si jeune, avait tant souffert, et maintenant elle faisait face à des problèmes qu'elle ne devrait même pas connaître. Le soir, ils se rassemblèrent tous autour d'un feu de camp. Rose insista pour qu'il n'y ait ni téléphone portable, ni conversation d'affaires. Juste une conversation. « Parlons honnêtement, » dit-elle. Sans masque. Daniel fut le premier surpris. « Depuis quand c'est toi qui donnes les ordres? » Depuis que quelqu'un doit mettre un peu d'ordre dans vos vies. Le silence fut long, jusqu'à ce que Robert prenne la parole. « Tu as raison d'être en colère contre moi. Je n'ai été un bon père pour aucun de vous deux. » Anna le regarda, surprise. Daniel croisa les bras, sur la défensive. « J'ai passé ma vie à penser que l'argent et le pouvoir étaient tout. Le travail était ma seule passion, et vous avez été laissé de côté. »« Et maintenant ?» demanda Daniel. « Maintenant que tu as trouvé ta fille perdue, tu vas être le père de l'année. Maintenant, je veux apprendre. De vous deux. Je veux être meilleur. » Anna s'approcha timidement. « Tu es déjà meilleur. »
Au moins pour moi. Daniel grimaça. C'est sûr, tu as eu un père milliardaire. J'ai eu un père, corrigea Anna. Et un frère, s'il veut de moi comme sœur. Les mots touchèrent quelque chose en Daniel. Il regarda cette fille fragile qui, même après toute la souffrance, avait encore de l'espoir, voulait encore une famille. Je veux apprendre aussi, admit-il finalement. C'était un début. Petit, hésitant, mais un début. Les jours à la plage passèrent comme un rêve. Des promenades sur le sable, des conversations au coucher du soleil, des repas simples cuisinés ensemble. Pour la première fois, ils se virent vraiment comme une famille. Un après-midi, alors que Robert et Daniel discutaient des problèmes de l'entreprise de manière plus constructive, Anna et Rose regardaient les mouettes. « Tu es plus heureuse », observa Rose. « J'apprends à l'être », répondit Anna. « Et les cauchemars ? Je les ai encore, mais moins forts. Tu sais pourquoi ? Parce que tu n'es plus seule. Tu as une famille maintenant. » Anna hocha la tête, mais ses yeux étaient lointains. « Parfois, je me sens coupable d'être heureuse alors que maman, ta mère voulait ton bonheur plus que tout. N'oublie jamais ça. » Cette nuit-là, Anna eut le courage de leur parler de sa mère. Pas ce que sa grand-mère lui avait raconté, mais ses propres souvenirs fragmentés. « Je me souviens qu'elle chantait. Elle avait une belle voix. Et je me souviens de son odeur, comme des fleurs. » Robert sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle chantait tout le temps. C'était une des choses que j'aimais chez elle. Tu l'aimais vraiment ? Oui. Mais je ne savais pas comment le montrer. J'étais un idiot. Et si elle était en vie, les choses seraient différentes ? Elles devraient l'être. Parce que maintenant, je comprends ce qui compte. La conversation se prolongea tard dans la nuit. Pour la première fois, ils parlèrent ouvertement du passé, des erreurs, des regrets. Mais aussi des espoirs. Quand ils retournèrent en ville, tout le monde était différent. Daniel assuma plus de responsabilités à l'entreprise, mais maintenant il travaillait avec son père, pas contre lui. Anna retourna à l'école avec plus de confiance, sachant qu'elle avait une vraie famille où rentrer. Mais la paix fut de courte durée. 3 semaines après leur retour, un journaliste publia un article dévastateur. Il avait enquêté sur le passé d'Anna et découvert quelque chose que même Rose ne savait pas. Bébé, avant d'aller chez sa grand-mère, Anna était passée par 3 familles d'accueil différentes. Dans l'une d'elles, il y avait un dossier d'enquête pour maltraitance. La nouvelle explosa comme une bombe. La presse encercla l'école, la maison, l'entreprise. Tout le monde voulait savoir, Anna avait-elle été abusée, traumatisée ? Et pourquoi Rose ne le savait-elle pas ? Anna était sous le choc. Je ne me souviens pas de ça. Je ne me souviens de rien avant grand-mère. Robert était furieux. Je poursuis ce journal. Ils vont payer pour avoir détruit la vie d'une enfant. Mais le mal était fait. À l'école, les camarades de classe regardaient Anna avec peur ou curiosité morbide. Les parents chuchotaient quand elle passait. Une nuit, Robert trouva Anna cachée dans le placard, blottie comme les premiers jours. « Ah, ma fille, ne me touche pas !» cria-t-elle. « Je ne veux pas que tu me touches. » Le cri transperça le cœur de Robert. Il recula, lui laissant de l'espace. « D'accord. Je ne te toucherai pas. Je vais juste rester ici. » Il s'assit devant le placard pendant 2 heures, parlant doucement de tout et de rien, du jardin, de la nourriture, de l'océan, jusqu'à ce qu'Anna sorte, les yeux rouges. « Je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser. Je ne me souviens pas. Mais, et si quelque chose s'est passé ? Et si je suis abîmée ? Tu n'es pas abîmée. Tu es parfaite. Et nous allons découvrir la vérité, ensemble. » Les mois suivants furent les plus durs. Thérapie intensive, enquête, souvenirs refoulés qui refaisaient surface. Anna dut affronter des démons qu'elle ne savait même pas exister. Un jour, lors d'une séance d'hypnothérapie, les souvenirs revinrent comme une avalanche. Elle avait 2 ans. Une maison sombre. Une femme qui crie. Un homme aux grandes mains rugueuses. Anna se réveilla en hurlant. Robert était là, lui tenant la main. « Ça a fait mal, ça a fait si mal. C'est fini. Tu es en sécurité maintenant. Pour toujours. » L'homme qui avait abusé d'Anna fut localisé et arrêté. L'affaire passa en jugement. Anna n'eut pas à témoigner, mais les dossiers médicaux et les témoignages des voisins suffirent. L'emprisonnement de l'agresseur fut un soulagement, mais la guérison serait longue. Ces choses ne disparaissent pas du jour au lendemain, expliqua le thérapeute. Mais elle surmontera ça. Elle a une famille forte maintenant. Et Robert prouva que oui, ils étaient une famille forte.
Il était là pour chaque cauchemar, chaque flashback, chaque moment de peur ou de doute. Daniel aussi, de manière surprenante, devint un frère protecteur, apprenant à Anna à se défendre, à être forte. 1 an après l'incident, Anna allait mieux. Les cauchemars étaient rares. Elle était retournée à l'école, s'était fait de vrais amis, avait réappris à faire confiance. Un soir, pendant le dîner, elle surprit tout le monde. « Je veux aller sur la tombe de ma mère. » Silence. Puis Robert hocha la tête. « Bien. Nous irons. » Le lendemain, ils se rendirent au petit cimetière où Julia était enterrée. Anna tenait des fleurs blanches, ses mains tremblant légèrement. « Salut, maman », murmura-t-elle devant la pierre tombale. « Je suis désolée d'avoir mis si longtemps. Mais j'ai trouvé papa. Et il m'aime. Je pense que tu voulais que je le sache. » Robert lui tenait la main libre. Elle le voulait. « Et toi ?» Anna regarda son père. « T'es-tu pardonné ?» La question prit Robert au dépourvu. Il pensa à toutes les nuits blanches, à tous les « et si », à toutes les erreurs du passé. « J'apprends », dit-il finalement. « Moi aussi. » À ce moment, debout devant la tombe, ils sentirent tous quelque chose changer. Le poids du passé devenant plus léger, l'espoir en l'avenir grandissant. Quand ils rentrèrent, le manoir ne semblait plus si vide, si froid. Il y avait des rires qui résonnaient dans les couloirs, il y avait de la vie. Et Robert regarda sa famille, si différente, si improvisée, si parfaitement imparfaite, et sut qu'il avait trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie. Pas la perfection, pas l'absence de problème. Mais l'amour, l'acceptation, la volonté de se battre pour chaque jour, pour chaque instant, ensemble. Anna porterait peut-être des cicatrices pour toujours, elle pourrait encore faire face à des moments difficiles, mais elle ne serait pas seule. Plus jamais. Et ça, Robert le savait maintenant, c'était tout ce qui comptait vraiment. Ce soir-là, alors qu'Anna montait se coucher, elle s'arrêta et le serra dans ses bras. « Merci, dit-elle. »« Pourquoi ?»« Pour ne pas avoir abandonné. » Robert serra sa fille, le cœur débordant. « Je n'abandonnerai jamais. Je te le promets. » Et cette fois, il savait qu'il tiendrait sa promesse. Même si cela devait lui coûter tout ce qu'il avait. Car certaines choses dans la vie valent tous les risques, toutes les souffrances, tout l'amour que l'on peut donner. Les années passèrent comme les feuilles dans le vent, parfois lentes et mélancoliques, parfois rapides et surprenantes. Anna avait maintenant 15 ans, transformée en l'adolescente forte et déterminée que Robert savait avoir toujours vécu à l'intérieur de la fillette fragile qu'il avait trouvée sur ses marches. Un samedi matin, Robert observait sa fille dans le jardin, plantant des fleurs avec Rose, sa grand-mère. Ses cheveux, maintenant blancs comme la neige, se déplaçaient plus lentement, mais ses yeux brillaient toujours de la même vivacité. « Papa » appela Anna en agitant la main. « Viens nous aider. » Robert sourit. « J'arrive. » Mais avant qu'il ne puisse se lever, son téléphone sonna. C'était Monsieur Reynolds, son avocat, avec un ton d'urgence qu'il n'avait pas entendu depuis des années. « Robert, je dois vous parler. C'est à propos de l'entreprise. » Le cœur de Robert se serra. Au cours des 5 dernières années, il avait délégué une grande partie de la gestion à Daniel, qui s'était révélé être un leader capable et juste. Mais la voix de Reynolds suggérait de graves ennuis. Que s'est-il passé ? Il semble qu'il y ait une enquête. Quelqu'un a accusé l'entreprise d'irrégularités anciennes, des choses de votre époque, quand vous étiez encore PDG. Robert sentit son estomac se nouer. Ces années d'homme d'affaires impitoyable lui semblaient un passé lointain, mais il savait que certaines décisions difficiles avaient été prises. Quel genre d'irrégularité ? Corruption de fonctionnaires, détournement de fonds, travail assimilé à de l'esclavage dans l'une des usines sous-traitantes. Les mots frappèrent Robert comme des coups de poing. Il avait fermé les yeux sur beaucoup de choses au nom du profit. Maintenant, il semblait que le passé revenait pour réclamer son dû. « Je m'en occupe », dit-il en raccrochant. « Des problèmes ?» Anna s'était approchée sans qu'il s'en aperçoive. Robert hésita. Anna n'était plus une enfant, mais il avait toujours l'instinct de la protéger de tout. Juste des affaires. Rien de grave. Mais Anna connaissait trop bien son père. « Papa, nous sommes une famille. Les familles partagent les problèmes. » Robert soupira. Ils enquêtent sur l'entreprise. Des choses qui se sont passées il y a des années, quand j'étais encore aux commandes. Anna hocha la tête, pensive. « Et c'est vrai ? As-tu fait ces choses ?» La question directe laissa Robert sans voix. Finalement, il hocha la tête. « Certaines, oui. Je n'en suis pas fier. » Alors, il faut réparer.
La simplicité de sa réponse surprit Robert. Pas de jugement, pas d'accusation. Juste la certitude que les erreurs devaient être corrigées. Dans les jours qui suivirent, l'enquête prit de l'ampleur. La presse, toujours avide de scandales, commença à exploiter chaque détail. Robert dut faire face à des accusations publiques, à des manifestations d'employés actuels et anciens, à la chute des actions de l'entreprise. Anna regardait tout cela avec inquiétude, mais aussi avec admiration pour la façon dont son père faisait face aux conséquences de ses actes. « Pourquoi ne nies-tu pas tout » demanda-t-elle un soir, alors que Robert rentrait épuisé d'une réunion avec ses avocats. « Parce que ce serait un mensonge. Et j'ai trop menti dans ma vie. » Anna sourit. « Tu as vraiment changé, n'est-ce pas ? » « J'ai eu un excellent professeur, » répondit-il en touchant doucement le visage de sa fille. Le changement le plus spectaculaire survint lorsque Robert décida d'assumer publiquement sa responsabilité. Lors d'une conférence de presse, il avoua les erreurs du passé et annonça un plan de réparation. « J'ai commis des erreurs. J'ai fait du mal à des gens au nom du profit. Maintenant, je veux faire tout ce qui est possible pour réparer. » Le plan comprenait des indemnisations pour les victimes, la création d'un fonds pour l'éducation des enfants des travailleurs affectés et des réformes structurelles au sein de l'entreprise. La réaction fut mitigée. Certains applaudirent son honnêteté, d'autres, y compris certains actionnaires, furent furieux. « Vous détruisez l'entreprise », cria l'un des principaux investisseurs lors d'une réunion tendue. « Je sauve son âme », répondit Robert. Daniel, qui était maintenant PDG, dut arbitrer la situation. De manière surprenante, il prit le parti de son père. « Il a raison. Nous devons réparer ce qui a été cassé, peu importe le coût. » La décision provoqua des secousses sur les marchés. Les cours des actions chutèrent encore plus. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Une vague de soutien public. Des gens ordinaires, des employés actuels, même certains anciens employés lésés, exprimèrent leur respect pour les actions de Robert. Il est rare de voir un homme riche admettre ses erreurs, commenta un travailleur qui avait été injustement licencié. Encore plus rare de le voir essayer de réparer. Pendant ce temps, Anna faisait face à ses propres problèmes à l'école. Certains camarades de classe profitèrent de la situation pour la taquiner. « Ton père est un criminel », disaient les plus cruels. Anna, qui des années auparavant se serait cachée ou aurait pleuré, leur fit face. « Mon père est un homme qui fait des erreurs et qui les répare. Pouvez-vous en dire autant des vôtres ?» La réponse fit taire les tourmenteurs. Rose observait tout cela avec fierté. « Tu es devenue une lionne », disait-elle à sa petite fille. « Je savais qu'il y avait une lionne en toi. » Mais tout n'était pas que victoire. Un soir, Robert rentra et trouva Anna en pleurs dans le jardin, à l'endroit même où il l'avait vue pour la première fois. « Qu'y a-t-il, ma fille ? J'ai reçu un mot aujourd'hui. Quelqu'un a écrit que je devrais avoir honte d'avoir un père criminel, que je n'étais qu'une opportuniste qui avait profité d'un homme riche avec des remords. » Robert sentit la rage monter, mais se contrôla. Il s'assit à côté d'elle. « Et tu le crois ?» Anna secoua la tête. « Non. Mais ça fait mal quand même. Tu sais ce que j'ai appris de toi ? Que nous ne sommes pas définis par ce que les gens disent de nous, mais par ce que nous faisons de nos vies. Tu m'as sauvée, Anna. Tu m'as montré comment être humain à nouveau. » Anna regarda son père, les yeux pleins de larmes. « Et tu m'as donné une famille, une maison. » Ils se serrèrent dans les bras alors que le soleil se couchait, peignant le ciel d'or et de rose. Les mois suivants furent consacrés à un travail acharné. Robert aida Daniel à mettre en œuvre les réformes dans l'entreprise. Il rendit personnellement visite à chaque ancien employé affecté, s'excusant et offrant une réparation. L'une de ces rencontres fut particulièrement touchante. John, un homme d'âge moyen qui avait été licencié pour avoir signalé des conditions de travail dangereuses, reçut Robert avec méfiance. « Pourquoi devrais-je accepter vos excuses maintenant ? » « Vous ne le devriez pas, » répondit honnêtement Robert. « Mais je suis ici quand même, parce que je vous ai fait du tort et je veux, d'une manière ou d'une autre, réparer. » John l'étudia un long moment. « Savez-vous ce que ça a coûté à ma famille quand ils m'ont licencié ? Ma fille a dû abandonner l'école. Je n'ai jamais retrouvé un bon travail. Je sais. Et je suis vraiment désolé. Je ne peux pas rattraper le temps perdu, mais votre fille finira ses études. J'ai ici la garantie d'une bourse complète pour elle, dans n'importe quelle université de son choix. » John prit les papiers avec des mains tremblantes. « Pourquoi faites-vous ça ? » « Parce que ma propre fille m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. » L'histoire de John se répandit.
d'autres anciens employés commencèrent à accepter les réparations, certains pardonnant même à Robert. L'entreprise, bien que plus petite et moins rentable, devint un exemple d'éthique et de responsabilité sociale. Anna suivait tout cela avec une fierté croissante. Elle-même commença à s'impliquer, créant un projet social pour aider les enfants sans abri, des enfants comme elle l'avait été. « Je veux qu'ils sachent qu'il y a de l'espoir », disait-elle en travaillant dans des refuges et en distribuant de la nourriture. Robert, en regardant sa fille, sentit son cœur déborder. Elle avait pris le meilleur de lui et l'avait multiplié. 1 an plus tard, l'enquête fut conclue. Robert fut condamné à une amende et dut payer de lourdes pénalités, mais il ne fut pas emprisonné. Les procureurs reconnurent son effort sincère de réparation. Monsieur Miller a fait preuve d'un véritable remords et a pris des mesures concrètes pour corriger ses erreurs, déclara le juge. Cela compte en sa faveur. En sortant du tribunal, entouré par la presse, Robert fit une brève déclaration. « J'ai commis de graves erreurs. J'ai fait du mal à des gens. Rien ne peut effacer cela. Mais j'ai appris qu'il est possible de faire mieux. Et je passerai le reste de ma vie à essayer. » Anna était là, à ses côtés, lui tenant la main. L'image des deux, père et fille, unis malgré tout, fit la une des journaux. Plus tard, à la maison, enfin seule, Anna serra son père dans ses bras. « Je suis fier de toi. » Les mots simples signifiaient plus pour Robert que n'importe quelle absolution légale. « Et je suis fier de toi. Tu as fait de moi un homme meilleur. » Non, corrigea Anna avec cette sagesse qui la caractérisait toujours. Je t'ai juste montré qui tu étais déjà à l'intérieur. Rose, observant la scène depuis le seuil, sourit. Julia serait si fière, murmura-t-elle. Les années suivantes apportèrent la paix et la croissance. Anna termina le lycée parmi les meilleurs élèves, active dans des projets sociaux et aimée de tous ceux qui la connaissaient. Le manoir, autrefois froid et vide, devint un véritable foyer, plein de vie et d'amour. Daniel se maria et eut un enfant, comprenant enfin l'amour inconditionnel que son père avait ressenti en trouvant Anna. Les frères et sœurs, autrefois rivaux, devinrent proches, unis par un respect mutuel et l'amour de la famille. Rose, maintenant âgée, devint la matriarche chérie, racontant des histoires du passé au fils de Daniel et présidant les dîners du dimanche qui réunissaient toute la famille. Un après-midi, 5 ans après l'enquête, Robert et Anna se promenaient dans le jardin. Elle était déjà une jeune femme de 20 ans, sur le point d'entrer à l'université pour étudier le travail social. « Papa, je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. »« Regrettes-tu quelque chose ?» Robert réfléchit un instant. « Je regrette de ne pas t'avoir connu plus tôt. De ne pas avoir été là quand ta mère avait besoin de moi. Toutes les années perdues. » Anna hocha la tête. « Ces années me manquent aussi. Mais je pense que c'était le bon chemin. Nous avions besoin de cette souffrance pour arriver ici. » « Ici ?» Anna fit un geste autour d'elle, le jardin fleuri, la maison pleine de gens qu'ils aimaient, la vie qu'ils avaient construite ensemble. Ici, un endroit où l'amour est plus fort que le ressentiment. Où il est possible de faire des erreurs et de les réparer. Où la famille n'est pas seulement du sang, c'est un choix. Robert serra sa fille dans ses bras, reconnaissant pour chaque moment difficile qui les avait menés à ce point. « Tu as tellement grandi, murmura-t-il. »« J'ai eu de bons professeurs, » répondit Anna, faisant écho aux mots qu'il avait prononcés des années auparavant. Ce soir-là, lors du dîner de famille, Daniel proposa un toast. « Aux chemins sinueux qui nous ont menés ici. Et aux personnes courageuses qui ont refusé de nous abandonner. » Tout le monde leva son verre. Anna regarda autour de la table, son père, son frère, sa grand-mère, sa famille. Et sentit son cœur déborder. Il y avait eu de la souffrance dans son passé, des cicatrices qui ne disparaîtraient jamais complètement. Mais il y avait aussi l'amour, le pardon et la certitude qu'elle appartenait à quelque part. Et quand, des années plus tard, Anna aurait ses propres enfants et qu'ils l'interrogeraient sur son histoire, elle dirait « C'était dur, ça a fait très mal. » Mais à la fin, l'amour gagne toujours. Toujours. Et dans ce simple résumé de sa vie se trouverait toute la vérité dont ils auraient besoin pour savoir. Que même dans les moments les plus sombres, quand on a l'impression que le monde s'est effondré, il y a toujours une lumière qui attend d'être trouvée. Parfois, cette lumière se trouve à un portail en fer, sous une tempête, sous la forme d'une fillette fragile qui a besoin d'aide. Et parfois, il suffit d'avoir le courage d'ouvrir cette porte et de laisser la lumière entrer. Comme Robert l'a fait. Comme Anna l'a fait. Comme ils l'ont tous fait. Et ainsi, dans ce manoir qui fut autrefois une forteresse de solitude, l'amour construisit son foyer. Et il y resta, pour toujours.